Donc, j'étais surpris par différentes choses dans la construction européenne, en particulier le fait que l'approche par les capacités d'Amartya Sen, qui est donc un prix Nobel d'économie, auquel nous consacrions ces recherches européennes, si cela a beaucoup intéressé la communauté des chercheurs, ça a laissé indifférent la Commission européenne. Donc ça, et ajouté à d'autres choses, je me suis dit, il n'y a qu'une manière de comprendre, c'est de revenir à l'histoire de l'Union européenne. Et là, j'ai rencontré une deuxième difficulté, je n'en parlerai pas plus, mais c'est qu'en fait, il y a déjà une histoire que j'appelle dans mon livre le grand récit de l'Europe. Vous savez, celui d'un progrès continu qui va, on ne sait pas encore vers où, mais en tout cas vers quelque chose, un avenir meilleur. Et en fait, quand on relit l'histoire de l'Europe, et surtout quand on lit l'histoire du lendemain de la guerre, c'est-à-dire avant que l'Europe officielle existe, entre 1945 et presque, on dirait, 1957 et les traités de Rome, on s'aperçoit qu'il y avait plutôt peut-être une autre Europe qui aurait pu se dessiner. Et du coup, je me suis dit, et c'est ce que j'appelle la disparition de l'idée dans mon livre, et je me suis dit, mais alors, pourquoi il y a eu ces bouleversements historiques? Et cela tourne bien sur la question de l'identité européenne. Et mon titre est un peu énigmatique, un passé, et c'est justement peut-être ce qui se passait dans l'entre-deux-guerres ou dans la longue durée ou pendant la guerre ou à la toute fin de la guerre, et l'attente d'un avenir. Et la crise, c'est où on va vers l'échec, où on redécouvre un avenir. Et je pense que cet avenir qu'il faut découvrir devrait remettre ses pas dans les projets initiaux. Et au fond, le problème européen, c'est quelque part que nous ne savons pas choisir entre la première voie et la seconde. Et aujourd'hui, il y a dans le processus européen actuel, il y a un mélange des deux, mais avec une domination quand même de cette voie stratégique par rapport à la voie universaliste, qui conduit à certains problèmes dont je parlerai rapidement, en particulier, de mon point de vue peut-être trop critique, une certaine mauvaise conception des droits fondamentaux, en particulier des droits sociaux, par exemple, eu égard aux 4 libertés économiques fondamentales. Et donc il y a déjà un problème de conception des droits fondamentaux qui est posé dans le projet européen actuel, où on a l'impression d'avoir la flavor des droits fondamentaux, par exemple de la Déclaration universelle de 1948, qui a été reprise largement par la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, mais en fait, non, c'est une complication. Alors, la voie universaliste, ça consiste à chercher pour l'Europe les conditions socio-institutionnelles pour une paix et une coopération durable, politique et économique entre les États. Et les objectifs de cette paix et de cette coopération, on pourrait dire une communauté, une union de peuples libres et égaux, c'est finalement le respect mutuel entre les pays et le travail commun en même temps pour favoriser le développement propre de chacun de ces pays. Donc ce n'est pas une logique d'intégration, en particulier, surtout si elle prend la voie de l'intégration par le marché, mais c'était une vision d'une union finalement de peuples coopérants. Et le fédéralisme, par exemple, était une des voies de cette coopération qui était recherchée. Et c'est la conception finalement d'Aristide Briand, quand même largement, dans les années 30, et c'est la conception de toute une partie des mouvements de résistance pendant la guerre. Je mentionne un seul rapidement, c'est le mouvement fédéraliste européen italien qui vient du manifeste de Ventotene, qui dit qu'il faut une fédération démocratique entre nous, qui s'inscrit sur une déclaration des droits fondamentaux, liberté, enfin, vous connaissez mieux que moi les droits. Et il faut faire vite, ils ont déjà conscience en 1944, même avant, il faut faire vite parce que le jeu le jeu politique dans les pays va recommencer et finalement on n'aura pas, si on ne va pas vite, on n'aura pas d'Europe
au sens universel. Alors universel dans un dernier sens, c'est-à-dire montrant le chemin aux autres peuples, c'est-à-dire s'appliquant à elle-même un modèle qui a vocation à organiser finalement l'ordre mondial. Alors, voilà en gros la première voie. Et il y a des économistes, je dis tout de suite, et je parlais de 3 d'entre eux, qui font une approche économique qui n'est... Finalement, ça renvoie aux différentes variantes de libéralisme, si vous voulez. Nous connaissons, nous, le libéralisme économique, le néolibéralisme économique, mais qui est développé en particulier par les théoriciens du marché parfait, en économie standard, comme nous disons. Mais il y a des économistes qui font le libéralisme politique à l'intérieur de leur recherche en économie. Et il y en a 3 très célèbres. Il y a Keynes, sur lequel je parle. Il y a Maurice Allais, aussi surprenant que ça apparaisse pour les Français. Et il y a Amartya Sen aussi, qui effectivement est un libéral politique en économie. Alors cette voie universaliste, il me semble qu'elle est apte, ou elle serait apte à concrétiser une identité européenne propre qui coexisterait, voire enrichirait les identités nationales. Car au fond, elle donne un certain sens et elle donne une visibilité, elle donnerait une visibilité à un projet européen qui cherche au fond à être un modèle pour le monde entier du point de vue des valeurs et des droits fondamentaux. Et je dirais même plus, elle justifie les identités nationales comme des moments nécessaires d'un processus historique, et elle les dépasserait, mais sans les éliminer, ni sans chercher à les éliminer, parce que je crois quand même qu'il y a une certaine pulsion aujourd'hui au niveau de la gouvernance européenne qui est de plus en plus autoritaire, à, comme on disait dans d'autres temps, faire table rase des spécificités nationales à travers cette gouvernance par indicateurs très macroéconomiques et injonctions très abstraites et jamais discutées démocratiquement. Et les bases d'une voie de ce genre existent toujours dans le processus européen, ne serait-ce que la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la voie stratégique, ça consiste au contraire à chercher une Europe qui est fondée sur des intérêts communs entre les États. Et cette conception, finalement, s'est imposée dès la fin des années 40, sous la pression, d'une part sous la pression américaine et des nouvelles institutions de l'ordre mondial de l'époque, c'est-à-dire toujours actuelle en fait, le FMI, le GATT, en fait, qui est devenu l'OMC, et un peu plus tard l'OTAN, mais aussi finalement les gouvernements s'y sont rangés parce qu'ils ont pensé que c'était un moindre mal par rapport aux jeux politiques nationaux finalement. Et elle s'est imposée donc fin des années 40 et dans les années 50, et le traité de Rome du marché commun est fondé véritablement sur cette recherche de l'intérêt commun. Alors, vous voyez, en général, intérêt commun, ça veut dire quoi ? Moi, je pense que la recherche de l'intérêt commun, ça commence et peut-être ça s'arrête pour les pays à la recherche de quels sont mes vrais intérêts. Et ça veut dire quels sont ceux que je dois sauvegarder quoi qu'il arrive. Vous voyez ? Et donc, cette vision stratégique est aussi stratégique au sens qu'elle est une vision, nous dirions, nous, rationnelle, au sens de l'économie. C'est-à-dire, et elle n'est pas du tout coopérative, puisqu'elle est concurrentielle, finalement, et elle inscrit indirectement et très vite des rapports de force entre les gouvernements pour savoir mais qui va le mieux pouvoir défendre ce qu'il considère comme fondamental dans ses intérêts, et donc que le commun soit quelque chose qui l'arrange du point de vue de ses intérêts. Et ça développe des jeux de calcul stratégique, de marchandage, parfois de boutiquier. Et donc, ça a donné lieu, je pense, et maintenant ça paraît relativement évident quand on voit du moins les réactions de nos concitoyens. Alors ils peuvent se tromper, bien sûr, mais
ça a donné lieu à une conception négative de l'Europe, avec cette thématique de l'abandon de souveraineté. Vous voyez, on ne peut pas transformer une logique d'abandon de souveraineté en un projet politique mobilisateur de l'ensemble des peuples et des citoyens. Je crois que là, il y a une contradiction fondamentale dans le processus européen. On peut très bien continuer à vivre longtemps avec cette contradiction, et je crois qu'il faut la voir aujourd'hui. Et bon, je donne dans le livre différents exemples de ces négociations entre intérêts nationaux qui effectivement ont souvent empêché l'idée d'Europe de prendre son envol. Et au fond, la voie stratégique, c'est aussi une problématique de la puissance. Et quand on pense à l'ordre mondial qui se met en place après la guerre, très vite arrive la guerre froide, arrivent les questions de glacis, de tête de pont, d'ennemis. Donc aussi, il y a encore une identité fondée sur le, entre guillemets d'ailleurs, une identité fondée sur le négatif. Et on conçoit l'un dans l'autre que tout ça donne lieu à une conception qui est dépolitisée, qui repose au fond sur la croyance en un optimum technique, qui doit être mise en place et gérée par des techniciens, qui, si possible, ne doivent rien pas à rendre compte dans le débat politique. Alors, il faut savoir que, par exemple, pendant le plan Marshall, il y a eu un groupe d'experts américains qui travaillaient en étroite connexion avec l'administration américaine du plan Marshall, qui déjà théorisait cette idée que l'Europe, elle doit être le fait d'institutions dépolitisées, techniques et extraterritoriales, c'est-à-dire sans rapport véritable avec la dimension nationale. Je n'ai pas à en dire beaucoup plus dans cette partie-là, parce que si j'ai 45 minutes, je crois, oui, à peu près. Et donc, et finalement, il n'y a pas de cause à effet direct, mais une option stratégique de l'Europe, comme je l'ai décrit, concurrence entre les pays, des compromis avec sous-entendus, etc., etc. Au fond, ces principes ressemblent à ceux du néolibéralisme économique, c'est-à-dire les valeurs qui comptent ne sont pas la coopération, mais la concurrence. Au fond, c'est donc la rivalité qui continue sous d'autres formes beaucoup moins violentes que la guerre, et c'est la disqualification des États et du rôle positif qu'un niveau national peut continuer à jouer, par exemple, dans un système fédératif. Regardez en Allemagne, le fédéralisme allemand gère, depuis longtemps, mais ça a été renouvelé après la guerre, gère la tension entre le niveau central et les Länder, qui essaient de garder leur identité et leur autonomie de décision politique, économique et sociale, à un point que nous, Français, et en particulier les dirigeants français, n'arrivent pas à comprendre. Et voilà, donc je n'en dis pas plus sur ce point-là. Donc, que faire pour fonder un jour une identité européenne? Eh bien, je dirais de profiter finalement, mais comment, de la crise, parce que ça dépend bien sûr, non pas du chercheur, mais ça dépend des moments sociaux, de l'initiative politique, ça dépend de bien de choses. Redécouvrir aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, un chemin qui mènerait à la voie universaliste, à nouveau. Et dans mon livre, je me suis dit, pour donner du concret à ça, je vais tenter de faire une vraie histoire. Et comme vous le savez, l'histoire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est, en tirant un petit peu, il faut faire l'histoire des possibles non réalisés. Pour comprendre qu'un processus historique, c'est toujours un processus pluriel, où il y a plusieurs options à certains moments, qu'on en choisit une, et que ça nous engage dans quelque chose qui peut-être n'a jamais été voulu en tant que tel, et jusqu'à la prochaine bifurcation. Et là, j'appelle ça des lucioles. Et la luciole, c'est ce petit insecte
qui vole la nuit, qui éclaire un tout petit peu, c'est-à-dire dans l'obscurité, il éclaire quelques zones. Et c'est ça. Je pense que le processus européen a laissé des lucioles comme ça. Et j'en ai trouvé 4, mais certainement on peut en trouver beaucoup plus. Et qui pourraient être des points d'appui pour un mouvement de réforme de l'Europe. Et sur ce plan, sur ces lucioles, je vais me consacrer uniquement à la dimension économique. Les autres, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne peux guère en dire. Plus. Je vais en présenter, ou du moins en signaler le 4. Et là, j'aurai le support de Keynes, j'aurai le support d'Amartya Sen et j'aurai le support de Maurice Allais. Le premier problème, qui est vraiment l'économique fondamental, c'est comment organiser les échanges. Les échanges à l'intérieur de l'Europe, mais aussi les échanges mondiaux, puisque si on a dans une option universaliste, il faudrait que la réflexion européenne se dise, ben voilà, de quel ordre mondial marchand nous voulons, pour tenir toute notre place politique, c'est-à-dire vraiment la grandeur auquel nous courons après et qui nous échappe plus nous entrons dans le marché et dans la financiarisation, à mon avis. Et donc comment retrouver ça? Et là, il y a une opposition qu'il faut faire, je ne vais pas beaucoup la développer, mais entre la libéralisation des marchés et la libération de l'échange. Vous voyez, parce que le terme liberté, il renvoie à libération, et le libéralisme économique, ça renvoie à libéralisation, ce qui n'est pas du tout la même chose, de mon point de vue. Et la libéralisation, c'est le chemin qui a été poursuivi depuis Maastricht. Ça veut dire les 4 libertés de circulation parfaites, totales, des capitaux, des services, des biens, et j'allais dire des personnes. Non, pas des personnes, c'est plus compliqué pour les personnes, vous le savez. Hein. Mais les 3 autres, alors là, on y va à fond la caisse. Et qu'est-ce qui se passe finalement dans ce genre de choses? C'est que tout ce qui fait obstacle à une libre circulation quasiment instantanée, pas seulement des produits, mais aussi des capitaux, est considéré comme anti-concurrentiel, finalement. Je simplifie énormément, mais... Et donc c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éliminer le plus vite possible. Et c'est comme cela que, alors que le marché commun était, je pense, bien posé sur ces questions-là, qui étaient la réduction des contingentements, et s'engager dans une réduction progressive des droits de douane, surtout, mais sur le marché des biens, la libéralisation financière qui apparaît à la fin des années 80, c'est tout autre chose, parce que ce n'est pas simplement la libéralisation, c'est le fait que pour tous les marchés, finalement, on prend le modèle du marché financier. Vous voyez ? Par exemple, le marché du travail, quand on réfléchit de près, l'idée de flexibilité et de disponibilité de la main-d'œuvre à toute opportunité qui se présente, ça ressemble tout à fait à la parfaite circulation, à la fluidité sur le marché financier qui nous est vantée comme la source de l'efficacité. Et au fond, je pense que... Et là, on voit, je n'aurai peut-être pas le temps d'en parler, mais les arrêts de la Cour de justice européenne montrent bien qu'il y a là un problème, parce que les juges eux-mêmes sont embarrassés lorsque, par exemple, ils ont à balancer entre les droits fondamentaux et les libertés économiques fondamentales. J'ai repris deux, trois cas de la Cour de justice européenne dans le livre. Il y en a, alors, malheureusement, étant économiste, j'ai toujours peur de caricaturer complètement le travail juridique qui est tout en dentelle. Hein. Mais par exemple, l'arrêt Schmidberger, un arrêt de 2000, c'est-à-dire avant l'élargissement, hein, je précise quand même. Enfin, oui, à peu près. Dans cet arrêt, une entreprise hollandaise de transport international, face au blocage d'un pont par une manifestation d'associations autrichiennes de défense de l'environnement, manifestation qui avait été autorisée par les autorités nationales, a bloqué donc un pont, et cette entreprise a fait appel à la Cour de justice européenne en disant qu'elle avait subi une restriction au principe de libre mouvement des marchandises. Et au fond, dans ce cas qui est vraiment exemplaire, il y avait d'un côté la liberté de circulation économique, et de l'autre,
il y avait les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté d'opinion et la liberté, où est-elle? Et la liberté de réunion. Vous voyez, donc là, il fallait quand même faire quelque chose. Le problème avec la conception des libertés économiques, c'est, il me semble, c'est que la Cour de justice, pas la Cour européenne des droits de l'homme, bien sûr, l'autre, hein, Cour de justice des communautés, attention, hein, je suis peut-être pas en train de me faire la confusion, hein, c'est important de le dire. Elle joue en proportionnalité de l'effet, hein, des choses comme ça. Et là, dans ce cas-là, elle a condamné les autorités autrichiennes pour ne pas avoir interdit cette manifestation. Vous voyez? Bon, alors, c'est pas ça qui révolutionne la vie quotidienne, mais de proche en proche, ça finit par être embêtant, ce genre de choses. La libération de l'échange, c'est tout autre chose. Ça serait une conception institutionnelle dans laquelle on fait effort pour que les contractants dans l'échange marchand soient égaux et n'entrent pas dans un rapport de force. C'est-à-dire que le prix qui serait payé, par exemple, à un pays en voie de développement qui n'a que des ressources à lui proposer, serait quand même un juste prix, et non pas un prix complètement léonin, comme vous savez, qui les étrangle, un juste prix, c'est-à-dire qu'à travers le prix qui lui serait payé, il aurait les ressources nécessaires pour se développer et devenir autonome lui-même. Donc, dans la libération de l'échange, et donc c'est une conception universaliste, je le découvre en fait peu à peu en réfléchissant, c'est une conception dans laquelle chaque pays veille à ce que l'autre ait les conditions de son propre développement. Donc, on est dans une logique tout à fait coopérative. Et du point de vue économique, je dis un mot seulement, du point de vue économique, ce qui compte pour un pays dans un échange marchand sur les marchés mondiaux, c'est d'avoir une spécificité de ses produits, une spécialisation, de telle sorte qu'il fait des choses ou il rend des services que les autres ne font pas ni ne rendent pas. Donc, il a la justification de son existence dans l'ordre marchand mondial est liée à la possibilité pour lui de mener une politique économique d'investissement propre qui lui donne un avantage. Alors nous les économistes nous disons un avantage absolu et non pas un avantage de prix, un avantage aussi sur la qualité, parce que c'est lui qui produit et pas un autre. Deuxième élément, j'irai plus vite peut-être, c'est Keynes. Alors peut-être certains d'entre vous ont vaguement entendu parler que Keynes avait l'idée de créer une monnaie mondiale à Bretton Woods de Bancor. Hein. Mais en fait, si on retient que ça, c'est une caricature. Le plan de Keynes était beaucoup plus intéressant. Effectivement, il voyait au fond la convertibilité des monnaies organisée autour d'une monnaie mondiale, le Bancor, une monnaie de compte mondiale. Mais il voyait en même temps, d'une part, il était partisan, et aussi d'ailleurs le négociateur américain de l'époque, du contrôle des capitaux, certainement des contrôles des capitaux spéculatifs, principalement. Et d'ailleurs, le négociateur américain, au début des négociations, voulait que ces contrôles soient coopératifs entre les pays et soient obligatoires. Alors, le travail au FMI des banquiers de Wall Street avait un peu ramolli tout ça, mais finalement, les contrôles de capitaux ont été autorisés dans Bretton Woods et ça a fonctionné jusqu'aux années 70. Et la deuxième idée qui est vraiment formidable, je trouve, c'est que lorsqu'il y a un déficit qui apparaît et un excédent entre deux pays dans la balance des paiements, eh bien, au lieu de mettre tout le rétablissement d'équilibre à la charge du pays déficitaire, parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les deux pays doivent coopérer pour remettre leur balance à l'équilibre. Et pas seulement par des évaluations ou des réévaluations, mais aussi par le pays excédentaire fait par exemple des efforts supplémentaires pour acheter davantage chez le pays déficitaire, ou même peut investir et déplacer des capitaux productifs vers l'autre pays. Donc, c'est en fait une stratégie du échange extérieur qui est une stratégie coopérative pour favoriser le développement équilibré et égal des différents pays. Et c'était ce qui est extraordinaire d'y repenser, c'était la position officielle du gouvernement britannique pendant et au lendemain de la guerre, mais Keynes n'a pas eu gain de cause auprès des Américains et ses idées ont ensuite complètement
disparaît. Troisième point, là, je vais marcher un peu sur des œufs, c'est, au fond, passer de la citoyenneté de marché, qui me paraît être quand même encore aujourd'hui la conception, la dimension dominante de la citoyenneté européenne, vers des droits fondamentaux qu'on va poser comme générateurs de capacités. Un peu compliqué. Là, c'est du Amartya Sen que j'introduis là. Alors, les juges de la Cour de justice de l'Union européenne, ou des communautés européennes, je ne sais plus. De l'Union européenne, c'est ça. Étaient parfaitement. Enfin, dans les années, compris jusqu'au 2000, je n'ai pas lu de choses plus récentes, je n'ai pas cherché de choses plus récentes, préoccupés par les limites de la citoyenneté de marché, finalement. Et les limites, ce sont lesquelles? C'est que, globalement, vous êtes libre de circuler et, au fond, de vous déplacer d'un endroit à l'autre en fonction des opportunités de travail. Si vous n'avez pas de travail dans votre pays, vous allez voir ailleurs, etc. etc. Donc cette citoyenneté de marché est fondée sur la liberté de circulation, finalement, des personnes. Or, on oublie toujours, et il faut vraiment revenir à Amartya Sen, que la liberté doit être une liberté réelle et non pas un droit formel, et que donc les politiques publiques et les politiques européennes doivent créer les conditions d'un libre choix véritable des personnes entre circuler ou rester chez eux. La sortie, à mon avis, du piège de la dérive xénophobe, c'est d'essayer de rétablir ça. Mais alors, comment faire en sorte pour qu'un Roumain, par exemple, puisse rester chez lui? Eh bien, il aurait fallu, depuis le début, faire ces stratégies coopératives de développement dont je parlais tout à l'heure, et dont Keynes était un partisan au lendemain de la guerre. Et on n'aurait pas ces Roumains qui font monter la xénophobie, malgré eux, dans le territoire européen. Et j'ai une citation aussi dans le livre du juge Poyares Maduro, que vous devez connaître au moins de réputation. Il dit au fond, les droits sociaux, fondamentalement, il y a un dilemme. Soit, si on est partisan de l'intégration économique, où il s'agit de maximiser la richesse par le marché, alors les droits, certes il faut des droits sociaux, mais simplement pour autoriser un terrain de jeu dans lequel les compétiteurs soient relativement fair-play sur le plan social. Mais c'est déjà intéressant, bien sûr, hein, je ne vais pas dire le contraire, c'est largement la conception historique britannique, hein, quand on revient à l'histoire britannique. Mais si, en revanche, on défend un modèle d'intégration politique, c'est-à-dire c'est le point vers lequel je terminerai, il faut en fait adjoindre la maximisation de la richesse à laquelle la liberté de circulation suffit, dans le sens ordinaire, il faut adjoindre des critères de solidarité et de justice relevant de la communauté politique. Et dans ce cas-là, les droits sociaux, les droits fondamentaux sont requis comme préalables, indépendamment de l'objectif de concurrence, de libre concurrence. Et ils sont fondés, et ils fondent en même temps, ils aident à fonder en tout cas, l'appartenance à la communauté politique. Vous voyez, donc, moi je pense qu'il ne faut pas accuser trop vite les juges de la Cour de justice européenne d'être des libéraux cachés. Je crois surtout qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus parce que la conception européenne qui s'est imposée au fil des traités ne leur permet pas de faire davantage sur cet angle-là. Dernier point, fonder la communauté européenne sur un fédéralisme démocratique. J'ai mis un point d'interrogation dans le livre, mais en y réfléchissant et en revenant à l'histoire européenne longue, j'ai redécouvert les minutes du congrès des mouvements européens à La Haye en 1948. À un moment où ces hommes et ces femmes qui étaient réunis là y croyaient encore. Ils voyaient les inquiétudes qui montaient à travers l'action américaine et la guerre froide, mais ils y croyaient encore. Et donc, leur idée dès le départ, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce congrès, c'était un projet, l'Europe devait être un projet politique, c'est-à-dire il fallait commencer par créer des institutions politiques, et ensuite, eh bien, on essaierait de voir ce qu'on peut faire en économie, ce qu'on pourrait faire dans le social, etc. Mais il fallait commencer par là. Alors, c'est un congrès très intéressant parce qu'il y avait des représentants de tous les pays européens,
y compris ceux qui, après, devaient passer de l'autre côté du rideau de fer. Ça, c'est intéressant. Donc on est en 1948 dans la configuration dans laquelle on est maintenant, mais évidemment avec une toute autre configuration des institutions européennes que celle à laquelle il pensait à ce moment-là. Et là, il y a un débat constitutionnel qui a lieu dans son congrès, et on voit, il y a 3 voies constitutionnelles européennes qui apparaissent, qui sont débattues. Il y a la voie républicaine française, hein, c'est-à-dire on fait une assemblée délibérative, élue suffrage universel, et cette assemblée va poser les premières pierres d'une institution, et ensuite ça sera celle qui sera le gardien, qui veillera au fait à ce que ça avance lentement. Ce sera déjà peut-être pas mal, hein, indépendamment de la faisabilité de la chose. Deuxième voie, la voie fédérale, qui n'était pas défendue par l'Allemagne, parce qu'il y avait des représentants allemands, mais ils n'étaient pas vraiment partie prenante complètement, mais qui était défendue par les Belges, les Suisses, les Hollandais, etc. En particulier, essentiellement par Brugmans, qui est le fondateur de l'Institut de Bruges, hein, de Collège de Rome. Voilà, c'est ça, pardon. Et l'idée, c'est, au fond, on crée la communauté politique à partir d'un mouvement du bas vers le haut, création de communautés intermédiaires, etc., etc. Donc une fondation dans l'autre sens. Et la troisième voie, c'est ce que j'ai appelé, peut-être que les puristes me critiqueront, la voie souverainiste. C'est la voie britannique, en fait. C'est-à-dire, le Parlement est souverain, enfin, le gouvernement est souverain, etc. Et donc, eux disaient, pour fonder une Europe, il n'y a qu'une seule manière, c'est que les pays consentent des abandons de souveraineté à une entité européenne hors des gouvernements. Alors, et c'est cette voie qui finalement l'a emporté dans l'histoire de la construction européenne. C'est cette voie, au fond, d'abandon de souveraineté que je dis est une voie négative. Alors, j'ajoute simplement qu'évidemment, les Britanniques n'étaient pas en faveur de l'Europe. Hein. Ça, il faut quand même se le rappeler. Bon, j'aime beaucoup mes collègues britanniques, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une communauté extrêmement riche, très intéressant. Mais on voit déjà, enfin on le voit déjà avant la guerre en fait, mais à Congrès de la Haye, on voit les représentants britanniques, qu'ils soient conservateurs ou travaillistes, soutenir cette idée-là à fond. Sauf les syndicalistes britanniques, il faut le reconnaître. Donc, c'était, comme souvent, quand on a affaire à nos amis anglais, je pense qu'il y en a dans la salle, je ne vais pas en dire plus, mais nous avons appris aussi que, évidemment, il faut faire comme ça. Ils ne pensaient pas sincèrement ça. Ils l'annonçaient surtout comme une espèce d'épouvantail pour faire peur aux autres. Ah là là, il faut... Et ils l'ont emporté par ce biais-là. Donc je pense qu'il manque à l'Europe, pour compenser l'absence de démocratie, un édifice réellement fédéral et démocratique. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? J'en ai pour 2 minutes véritablement. Alors vous savez que le projet fédéral n'a jamais été enterré, il est revenu périodiquement à certains moments. Déjà en 52, enfin, et le projet de communauté politique n'a jamais disparu. Et là, on peut faire allusion au groupe Altiero Spinelli, le rapport voté à l'unanimité par le premier Parlement élu au suffrage universel. Juste à côté. Peut-être bien, oui. Merci. Qui avait cherché un compromis finalement entre le système institutionnel qui s'est imposé et puis une certaine démocratisation. Et Spinelli il me semble que c'est un des auteurs c'est un des auteurs du manifeste de Ventotene, parce qu'il était prisonnier de Mussolini à l'époque. Il était communiste et il avait été élu d'ailleurs sous la liste des communistes italiens en 1979. Mais ce projet-là n'a pas été retenu ni par la Commission de l'Or, ni par les gouvernements, finalement. Et j'avais oublié de vous dire, parce que je n'ai pas parlé de Maurice Allais. Maurice Allais est un fédéraliste de toujours. C'est-à-dire que c'est un libéral, un libéral politique, mais c'est un fédéraliste. Et il était présent au Congrès de la Haye en 1948, et il défendait une Europe politique fondée sur le fédéralisme. Et ça l'a amené à qualifier le traité de Maastricht de 1992, pour lequel il a voté non, comme
antidémocratique, une monnaie prématurée et inviable, un libre-échangiste facteur de perturbation, et quatrième point, il est temps de commencer à penser sérieusement au projet européen. Sa voix était tombée dans le désert total, moi je ne savais même pas, j'ai relu ça. Quelle remarquable préscience quand même, hein, quelque part. Même si on n'en est pas peut-être au pire de ce qu'il pouvait imaginer lui à son époque. Donc on pourrait évidemment discuter un peu plus sur les manières dont il faudrait concevoir ce fédéralisme, mais j'insiste sur le terme démocratique, c'est-à-dire je sens venir une confusion entre une gouvernance autoritaire centralisée par indicateurs macroéconomiques et le fédéralisme. Ce genre de gouvernance où en fait l'idée c'est de faire remonter le plus de pouvoir au niveau central, ça c'est pas du fédéralisme. Le fédéralisme démocratique, pour moi, c'est le fédéralisme à l'allemande, même s'il n'est pas parfait, c'est-à-dire l'idée fondamentale dans cela, c'est de redescendre la décision collective sur un problème collectif au plus près de ceux qui sont vraiment concernés par ce problème et qui en ont la capacité, c'est-à-dire qui savent ce qu'il faut, qui ont le savoir nécessaire et qui sont prêts à s'engager dans la coopération et la délibération pour trouver le sujet. Donc, c'est un mouvement qui cherche à descendre la décision politique, mais aussi la décision économique d'ailleurs, au plus près de ceux qui sont directement concernés. Donc c'est absolument l'envers d'un fédéralisme centralisé, d'une gouvernance centralisée autoritaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça voudrait dire, par exemple, au minimum, qu'il faudrait qu'il y ait deux chambres, en fond. Le Parlement et le suffrage universel, il faudrait une chambre qui soit quelque chose qui ressemble au Bundesrat. Enfin voilà, je donne mon idée du moment. Après, on peut toujours... Mais surtout une chambre qui soit un contrepoids tel que la majorité, d'une part, la majorité absolue serait requise s'il y a un moindre changement de compétences visées, qui pourrait être barré aussi les élargissements indus de compétences à des domaines qui n'en relevaient pas au début, et surtout qui crée un véritable débat dans nos pays sur une question, quand on voudrait donner un peu plus de compétences à l'Europe, ou on lui en enlever, qu'il y ait des débats politiques publics organisés dans nos pays. Et vous savez, le système, je donne juste un détail avant de me donner le mot de la fin. Dans le système allemand, les représentants des Länder au Bundesrat doivent, quelle que soit l'opinion politique, hein, ils peuvent être de 2 ou 3 opinions politiques, doivent s'entendre entre eux pour savoir ce que va voter le Länder d'une seule voix. Donc ça, alors je ne sais pas qui l'a mis en place à ce moment-là, au moment de la loi fondamentale, mais ça oblige au débat, dans le Länder, nécessairement, puisqu'il faut que les partis se mettent d'accord. Alors ils peuvent essayer de faire ça dans leur coin, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors le mot de la fin, je vous le donne, il a été prononcé, enfin, il n'était pas son mot de la fin, mais je le reprends comme tel, par un Français, je crois que c'est un Français, oui, il s'appelait Daniel Serruis. Il était, dans l'entre-deux-guerres, président du comité économique de la Société des Nations. Donc vous savez que la Société des Nations se préoccupait d'Europe, bien entendu, d'Europe unie. Et il a dit en 1948, au congrès de La Haye, « Si nous voulons construire une Europe à coup de marchandage, d'affrontements d'intérêts, de compromis que nous savons précaires et injustes, nous ferions comme ces chars de la guerre, alors on est en 1948, 4 ans après le débarquement, sur les plages de Normandie. Il dit, nous ferions comme ces chars de la guerre qui accumulaient devant eux les galets de la plage et qui construisaient un mur qui ne parvenaient plus à franchir. »